Bonjour Stéphane. Bonjour Maxime. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? À peu près 27 ans. Hmm. J'ai oublié que j'avais 27 ans. Ouais, du coup, 27 ans, ça veut dire né en 98. 98, l'année rêvée. L'année rêvée. Et aujourd'hui, tu vas faire l'inverse, tu vas nous parler d'une année terrible en termes footballistiques. On verra pour le reste. Alors, je t'avoue qu'en faisant les recherches, je m'attendais à une année un peu plus sympa. Ça va être une année parfois un peu triste, Douloureuse. un peu douloureuse, mais ça fait aussi partie de l'émission qui consiste du coup à faire une rétrospective d'une année 2000-2010, de faire l'histoire de cette année-là. Donc, Steph, j'aimerais bien qu'on commence par un truc. Premièrement, que tu te présentes, et ensuite que tu me donnes ton premier souvenir, de la première chose qui te vient à l'esprit quand tu parles de l'année 2010. Donc déjà, présentation, qui es-tu? Présentation, je suis Stéphane, le cousin de Maxime Henry. Donc Stéphane Tabé, pas Henry. Que dire d'autre? J'aime le foot depuis que je suis né, je pense. Et l'année 98 en plus, l'année où je suis né, c'est une année bénie pour le football français, on va dire, c'est la première. À jamais la première. Et qu'est-ce qui me fait penser à l'année 2010? Je dirais Diego Milito. C'est vrai. Ouais. Bah forcément. Ou ouais, en fait il y a deux. Je pense on va l'aborder par la suite, mais il y a un peu deux gros blocs pour l'année 2010. C'est la Ligue des Champions. Ouais. Du coup Diego Milito. Et la Coupe du Monde 2010 où il y a plusieurs choses qui se sont passées, des belles choses et aussi des moins belles. Exactement. Est-ce que tu peux rappeler qui est Diego Milito un peu là pour les Diego les Milito, auditeurs? alors c'est un joueur de foot qui joue à l'Inter Milan, qui va quasiment, entre autres, ramener la Ligue des Champions à l'Inter Milan 2010, sous les ordres de Mourinho. Et ce joueur était assez époustouflant pendant cette année-là. Et c'est quasiment la seule année où on l'a vu à ce niveau-là, justement. C'était un joueur argentin, du coup. Ouais. Et je crois qu'il a eu quelques sélections quand même, à moins qu'on le sous-estime et qu'il en ait eu même des dizaines. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a fait une année de malade, quoi. Incroyable. Et il y a un autre Sud-Américain, on va en parler, qui a fait une année incroyable, je sais pas si tu te souviens. 2010 ? Ouais, alors je parle même pas de Messi. Je parle de la Coupe du Monde, je sais pas si tu te souviens du meilleur joueur. Diego Forlán. Diego Forlán. C'est vraiment les deux anciens, Diego Forlán et Diego Milito, les deux Diego, qui vont marquer cette année-là, alors que c'était vraiment des anciens qui avaient presque été oubliés du public par un certain public assez jeune. Nous, on était assez jeunes. Je pense que les anciens connaissaient mieux. Mais c'est marrant parce que ces deux trajectoires, tu as raison de le dire, ils ont vraiment été étincelants pendant l'année 2010. L'un à la Coupe du Monde et l'autre beaucoup plus en Ligue des Champions. Mais ce qui fait un peu la particularité de Diego Milito, c'est que lui, il n'a pas une... on le connaissait pas trop avant finalement. Moi qui suis pas interiste, peut-être toi un peu plus. Mais Forlán, il avait quand même une carrière. Oui. En Uruguay, c'était quelqu'un, je crois qu'il était capitaine de la sélection uruguayenne. Oui, il me semble, à vérifier, mais c'est très probable. Et je ne sais pas si c'est avant ou après, mais à l'Atlético, il a fait de belles choses. Non, c'était quand même un bon joueur, oui, meilleur joueur de la Coupe du Monde, ouais, c'est ça. Et Diego Milito, à l'inverse, je t'avoue que je l'ai connu, malgré le fait que je sois fan, je l'ai connu en 2009, vraiment un an avant l'année 2010, quoi. C'est-à-dire vraiment, il explose, et puis il est à côté d'un joueur super charismatique aussi qui est Eto'o, et la pointe était incroyable. Enfin, elle a fait plus mal qu'Adriano Ibrahimovic, qui pourtant était imbattable sur PES6. Comme quoi, des fois, c'est pas le papier qui parle. Exactement. Puis il avait rien pour lui. Enfin, je veux dire, il avait rien pour lui. Je veux pas être méchant non plus, mais c'était pas un joueur particulièrement technique ou quoi. Mais c'était un tueur, quoi, c'est clair. Devant les cages. On parle souvent de. Aujourd'hui, il y a plus de neuf comme à l'ancienne. Lui, c'était un vrai neuf. Ouais, c'était un vrai neuf, solide et puis qui marque. En fait, dès qu'il est dans les années 50, c'est fini. C'est vraiment fini. Alors, on va faire une pause de foot pour l'instant parce que je garde, on va dire, le meilleur pour la fin. Je sais que tu es un grand fan de foot. On va commencer par un premier fait. Donc, on va d'abord parler de plusieurs faits historiques importants de cette année 2010. Et ensuite, on passera sur, on va dire, un peu des mini-jeux, d'accord, qui vont s'intercaler entre les faits. On est sur une année qui, technologiquement, est une année d'avancée majeure. Il y a un ouvrage, un édifice
extrêmement important qui va être inauguré en janvier 2010. Du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est un édifice important, un bâtiment important. Est-ce que tu saurais me dire lequel? En 2010, Ouais. Un édifice, du coup, est-ce que c'est en France? C'est pas en France. C'est pas en France en 2010. À défaut de paraître un peu à l'ouest, mais je suis pas du tout en vrai. Pas du tout. Alors je vais t'aider. C'est un édifice à Dubaï. Ah, le Burj Khalifa? Le Burj Khalifa. Ouais. En fait, 2010, le Burj Khalifa, ok, ouais. Voilà, inaugurant. Super récent. Et alors, pourquoi tu te doutes pourquoi je t'en parle? Qu'est-ce qui fait la particularité du Burj Khalifa? C'est la tour la plus haute du monde? C'est la tour la plus haute du monde, 828 Exactement. mètres. Et alors, c'est assez dingue. C'est toujours le cas à l'heure actuelle? C'est toujours le cas, même si ils avaient le projet potentiellement de l'agrandir. Il y a eu beaucoup de projets. Maintenant, ça s'est un peu arrêté, cette course à la hauteur. Mais c'est quand même dingue. Hein. Et puis, du coup, Dubaï rentre aussi un petit peu aussi dans le viseur du monde, même si c'était déjà une ville qui était devenue importante. Et c'est aussi la même année, alors on est toujours en janvier, il y a le forum de Davos, notamment initié par un certain Nicolas Sarkozy. Il te dit quelque chose. Mais c'est aussi l'année de l'iPad. En fait, quasiment le même jour, l'iPad est annoncé le même jour. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on est dans une année où technologiquement on fait des avancées, on fait des annonces assez incroyables pour l'histoire de l'humanité. Alors non pas que l'iPad ce soit une grande annonce, mais ça fait partie depuis l'iPhone en 2007. Ça fait partie, hein. Ça fait partie des avancées technologiques notables des 10-15 dernières années. C'est ça. Et en fait, je ne sais pas si tu réalises, parce que malheureusement ça a été deuxième fait, c'est aussi une année qui, notamment sur le point de vue écologique ou même géopolitique, va être très triste. Donc on est en fait un peu sur les deux extrêmes. J'allais dire. Voilà. Et est-ce que toi, tu as ces souvenirs-là de l'année 2010, que c'était une année de grands progrès, je ne vais pas dire scientifique, j'irais plutôt technologique? 2010, pour tout te dire, Max, je suis en 6e. Donc c'est déjà une année de progrès personnel. Oui, c'est sûr. Je décolle. Et ouais, non, j'étais plutôt jeune. Je sais pas si j'étais au fait de ce genre de choses à 12 ans. On est un peu la dernière génération, je trouve, ceux qui sont nés dans les années fin 90, qui ont vécu l'enfance sans technologie, sans téléphone portable, sans iPad, sans vie hyper connectée, on dirait. On allait sonner chez les copains, oui. tu vois. Alors, on est un peu les derniers anciens, quoi. Oui, tu oui. vois. Et du coup, j'ai le souvenir que les débuts de mes années collège, c'était les premiers iPhones. Si je me trompe pas sur les dates, c'est moins l'iPad. Je me souvenais pas trop de ça. Ouais. Peut-être que c'est arrivé un peu tard, et puis le téléphone, c'est les premières choses qu'on achète en général. Je me souvenais pas de tout ça. Je me souvenais par contre du quinquennat de Monsieur Sarkozy. Oui. Et puis là, pour le coup, en plus, on est à mi-mandat, on est un tout petit peu après la crise des subprimes, donc on est en train aussi de subir la déflagration. Hein. Je parlais de Davos parce que c'est un lien et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, on est, toi et moi, au final, on n'a pas beaucoup d'écart, hein, je suis de 96. On est à un moment où on est en train de découvrir pas une vie connectée parce que MSN existait peut-être déjà avant. Facebook est en train d'émerger en France. Mais surtout, moi, je trouve ça dingue, oui, à quel point, du jour au lendemain, c'est vraiment l'appareil connecté. C'est-à-dire que les copains, on les appelle plus avec le téléphone fixe sur le numéro de leurs parents, de la maison. On commence à avoir un téléphone, nos Nokia, là, qui sont les célèbres Nokia 3310, et on a les copains les plus fortunés qui passent sur l'iPhone. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Il y avait deux classes, en fait. C'était une révolution, et nos parents arrêtaient de nous engueuler parce qu'on squattait le fixe, quoi, tu vois. Ouais. Et non, c'est vrai. Et après, je sais pas, il y avait déjà MSN, comme tu disais, et à l'arrivée de Facebook, je sais pas si je me trompe pas sur les dates, pour être exact, mais c'était pas une hyper connexion, on dirait. Ah oui, clairement pas. Que tu rentrais chez toi, tu chattais avec les copains sur MSN, t'envoyais 2-3 whiz, pour ceux qui connaissent. Mais non, aujourd'hui, le téléphone, c'est autre chose. L'arrivée de l'iPhone, tu disais, ou de l'iPad, je mets ça un peu dans la même catégorie.
Tu dis que c'est pas une arrivée en soi, mais si, ça l'est vraiment, ça a changé la manière de communiquer, le rapport à l'autre, etc. Même si je suis pas sûr que ce soit Apple qui ait sorti les premiers smartphones. Alors les premiers smartphones, là pour le coup c'est vrai qu'il y aurait débat, mais c'est vrai que ils l'ont tellement démocratisé finalement C'est ça, ouais. qu'on associe on associe le smartphone à eux, on associe l'iPad, la tablette Ouais, à c'est eux. vrai. Et surtout en fait c'est qu'il y a comment dire, une simultanéité en fait, parce que en 2005 Facebook naît véritablement. 2007 ou 2006, pardon, c'est Twitter. Donc en fait, on commence à avoir les réseaux sociaux et au même moment, il y a l'iPhone, l'iPad qui émergent, l'iPod, c'était même avant. Enfin, et Oui. c'est vrai que en fait, le monde est en train doucement de changer, mais nous, bien sûr, on ne le voit pas du tout. On est au collège, on ne le voit pas du tout. On voit des transformations, mais on ne comprend pas, je pense, ces transformations. Et c'est marrant, je te retourne la question, Maxime. Est-ce que c'est quoi, toi, ton premier souvenir de l'année 2010 et comment tu as vu toutes ces évolutions émerger? je pense que le premier souvenir de l'année 2010 que j'ai, qui me vient à l'esprit, bon, c'est peut-être le foot, c'est le problème. C'est que dans ma tête, c'est vraiment le match de l'Afrique du Sud où on est en train de perdre et où j'arrête de regarder. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai arrêté de regarder un match d'équipe de France alors que j'étais en direct. Grand fan normalement. Mais dans ce sens-là, par rapport au téléphone, je te dirais oui, que c'est peut-être la première fois que j'avais un téléphone tactile déjà. Alors il était semi-tactile. Je m'en souviens qu'il était tactile sur l'écran, mais que j'avais quand même des touches. Et alors ça, je suis presque sûr que c'est en 2010. Parce que du coup, moi, je suis en quatrième et dans mon souvenir, je l'ai eu à ce moment-là. Quatrième, théorème de Thalès, Pythagore. Voilà. On a moins de souvenirs de ça. C'est clair. On va passer à un mini-jeu. Donc on va changer cette fois. Je te suis. C'est le jeu du top 50. Ok. Donc, ah non, musique? Ouais, musique. Alors, je vais pas te demander de me faire les 50, mais surtout que ce top 50, il changeait, mais on a quand même un petit peu des chiffres des meilleures ventes en 2010. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de me citer, allez, je vais être large, dans le top 20, au moins des titres ou peut-être les chanteurs et chanteuses extrêmement célèbres. Je vais pas te mentir, mais en France, ce top 50, il était très américain. Je vais t'aider un peu. Il était très, très américain. J'en ai 2-3, mais après, aller faire les 50. Je me lance? Vas-y, lance-toi. Je dirais qu'il y avait Sean Paul. Je me rappelle d'une musique avec Sean Paul. Alors, je vais pas fredonner ici, mais. Tu pensais à quelle musique de Sean Paul? Pour les titres, mec. Pour les titres. Je vais pas te mentir, il est pas dans le top 50. Il est pas dans le top? Je pense qu'il est avant en fait. J'étais avant-gardiste alors. Ah si, j'en ai trouvé un avec Kerry Hilson et Zao qui est Hold My Hand. Voilà, il est 14e. Donc il y a quand même Sean Paul. Ouais. Je pense pas que tu pensais à celui-là. Je dirais Shakira, la musique de la... Ah ouais, c'était ça. Oui, la musique de la Coupe du Monde. La musique de la Coupe du Monde, ouais. Et vraiment mythique en fait quand tu y penses. Elle passe à tous les mariages. Waka Waka. Ouais. Pour la suite, pour la suite, il doit y avoir un peu du Lafouine, non? En France, je t'avoue, alors dans le monde rap, oui. Ouais. Lafouine, c'est quand même le nom. Mais en fait, en France, le rap n'a pas encore explosé. Donc du coup, là, il est écrasé dans ce que je vois. Parce que moi, j'ai le classement sous les yeux, j'ai la chance, contrairement à toi. Il est écrasé par la house. Ok. C'est l'apogée de la house américaine. Donc là, en fait, on n'a quasiment pas de chansons françaises. En fait, dans le top 10, il n'y en a qu'une seule, une chanson française, et il y a une chanson belge aussi. Qu'est-ce que c'est triste. Une chanson belge qui est extrêmement connue, qui est 3e. Ah, Charles Aznavour? Ah non, belge, j'ai dit. Ah, Charles Aznavour n'est pas belge? Non, il est français, enfin franco-arménien même. Je croyais qu'il était belge-arménien. Ok, ouais, je croyais qu'il était belge. C'est qui le grand artiste? J'ai du mal à me resituer dans les années 2010. Un peu DJ, chanteur, très conceptuel dans ses clips. Ah, je vois pas. Tu vas me le dire, je veux dire, c'est évident. Et... Stromae. Stromae, bah oui, Stromae déjà. 2010. Alors on danse, c'est son premier je pensais pas du tout à lui. Premier son qui a explosé, bien sûr, parce qu'il était rappeur avant. Alors on danse 2010, mais tu vois, l'exercice est super intéressant parce que, naturellement, je connais Stromae, mais j'aurais pas dit 2010, j'aurais dit ça un peu après. Quoique, peut-être 2012, 13, 14 peut-être, mais ça fait quand même 15 ans que Stromae est arrivé, ok. Et alors, est-ce que tu as une petite idée pour le reste du top 10 ?
C'est des artistes américains qui ont fait surtout de la house, de la pop. Top 10. Bon, il doit y avoir, je sais pas, du Katy Perry. Ah oui, bien vu. Il doit y California avoir, Girls. exact. Tayo Ah, Cruz. Ah ouais, non, mais tu dis les noms, ouais. Edouard Maya. Edouard Maya, je me rappelle This is pas. My Life, ça te dit rien Florida. Florida. Putain, t'as dit Tayo Cruz, ça m'a. Lady Ça m'a Gaga, interpellé. elle est au top aussi à ce moment-là. Lady Gaga, ouais. Alors, deuxième Rihanna, Rude Boy. Et premier, alors c'est le titre de la musique et le nom aujourd'hui d'une application très connue, un réseau social très connu. C'est d'ailleurs un de ses seuls sons qui a vraiment explosé à l'international. Elle est restée une artiste pendant un moment, mais en fait c'est le nom d'une application mais très connue chez les jeunes. Application ou réseau social? Un réseau social. Oh punaise. Et TikTok. TikTok. Bah oui. Ah, c'était comment elle s'appelle? Keisha. 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 Elle est première du classement. Ah ouais. C'est pour te donner un peu l'idée. C'est Elle, on la voit complètement plus pour le coup. On la En voit 2010, sa carrière s'est arrêtée 2 ans plus tard. Et du coup, on arrive. Allez, peut-être je t'en fais un dernier. Ouais, Maroon 5, on a parlé de Shakira. Alors, elle est 18e avec Waka Waka. Rihanna est beaucoup là. Bruno Mars. Rihanna, naturellement. C'est Gaëtan Roussel, en fait, en français. Il y a Martin Solveig aussi pour l'aspect DJ. David Guetta, bien entendu, avec Florida aussi. Ah, comme quoi, beaucoup de choses ont changé en 15 ans. Musicalement, ce serait intéressant de regarder le top 50 aujourd'hui. Je pense que tu as 2 tiers. 2 tiers, c'est du rap. Ah bah oui, c'est clair. Ou assimilé rap. Après, il y a Oui, beaucoup du de, hip-hop. aujourd'hui de rappeurs, à l'image de Damso ou plein d'autres, hein, je ne sais plus, mais qui rappent plus vraiment, mais ils sont assimilés comme des rappeurs et aujourd'hui qui chantent. Hein, Ah, c'est clair. Je pense que les gens n'imaginent pas à quel point, à l'époque, le rap, c'est encore suffisamment underground pour être très... en fait, c'est très stéréotypé cité, c'est très stéréotypé urbain. J'adorais ce terme. Moi. Ouais, Urbain. Je trouve que ça voulait rien dire. Ouais, c'est de l'urbain. Dans les radios, ils disent encore ça. Ils disent encore urbain. Ouais, dans les Musique maisons de urbaine. disques, etc. Après, je pense que je saurais pas que le dater, mais l'arrivée des streams a beaucoup changé les choses et a rebattu les cartes. Mais à l'époque, oui, on laissait que très peu de place au rap. D'ailleurs, je pense que Skyrock a émergé parce que justement, eux se plaçaient un peu différemment. Ils laissaient un peu plus de place au rap. Oui, c'est vrai. Quelque part, ils ont été, ils ont été bons là-dessus parce que aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée en France, je crois. Et surtout, là où je te suis complètement, c'est que à l'époque, les singles, les tubes, c'est pas qu'ils n'existaient pas avant, bien sûr, depuis les années 80, ça existe, les tubes, ça existe toujours, mais le clip était super important. C'est-à-dire qu'on pouvait laisser les chaînes de musique quand on avait le câble, hein, Quand on avait. On laissait tourner les chaînes de musique, mais toute la journée. Et en fait, les rappeurs, il fallait faire des clips qui faisaient un peu peur, parce que le gangsta rap était aussi un peu au sommet, c'est moins le cas aujourd'hui. Même s'il y a toujours le vocabulaire du gangsta rap, un clip de gangsta rap, ça n'existe presque plus. Mais je me souviens, même La Fouine, je me souviens de Sefiu, de clips de cette époque. C'était violent, hein, c'était pas... Et en fait, c'est pas ça que tu allais mettre sur des chaînes type MTV. Bon, c'était pas accepté, mais plus largement dans la musique, je vais pas dire que le clip avant était négligé. Michael Jackson, il n'a pas attendu l'arrivée de tout ça pour nous pondre des beaux clips. Mais c'est vrai que, comme tu disais, ça rejoint un peu ce que tu disais au début. Vu qu'on n'avait pas de téléphone, vu que YouTube, je sais pas, c'est arrivé un peu avant le reste, mais quand même, c'est arrivé un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Que la télévision, je veux dire. Et je me rappelle de ce cérémonial où, quand on était chez moi, chez toi, ou ailleurs, mais c'est souvent là qu'on se rejoignait quand on regardait les clips, on phasait devant le top 50. C'était vraiment pas un cérémonial, mais c'était presque la seule manière de regarder et d'écouter de la musique. Oui, c'est vrai. Donc, ça avait beaucoup de place. Après, tu as eu YouTube, où les clips ont... il y a eu... Les artistes soignaient un peu plus aussi leur image, etc. Et maintenant, tu peux regarder un clip partout sur ton téléphone, dans ton lit, aux toilettes, partout. C'est pas la même vie, hein. C'est vraiment pas la même vie. Je te propose de passer au deuxième fait historique. Le 12 janvier, il y a un séisme qui touche un petit pays.
qui fait plusieurs centaines de milliers de morts, 220 000 au total finalement, à peu près. Est-ce que tu te souviens quel pays avait été touché en 2010 ? 2010, c'est Haïti. C'est Haïti. C'est l'année du séisme à Haïti. Et alors quand je l'ai revu, moi ça m'a fait terriblement mal. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais les images tournaient en boucle à la télé. Il y a beaucoup d'Haïtiens en France. Enfin, ça faisait vraiment mal. Et est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de cette époque, à quel point ça nous avait marqué nous, même si nous finalement on était très loin. C'est pas nous qui géographiquement, voilà, on est très loin géographiquement, mais en France, à quel point ça nous avait touché. Je me souviens de mon œil d'enfant, en vrai, j'avais 12 ans. À la télé, on voyait souvent les images, des débris. La communauté internationale s'organisait pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver ou d'apporter des, des vivres, des médicaments sans doute, ou de rapatrier dans tel ou tel pays les sinistrés. Et après, comme je te dis, j'étais pas branché devant la télé non plus. Comme aujourd'hui, on pourrait plus suivre l'actualité de notre œil d'adulte, mais ouais, c'est les souvenirs que j'ai. Un peu, j'entendais souvent dire, Haïti, en plus, ils ont peut-être moins d'argent forcément qu'ici. Tu sais, quand t'es enfant, tu te dis, ah punaise, c'est chiant quoi, c'est dur. Et en plus, Haïti, c'est une île en plus, ils sont beaucoup plus soumis à ce genre de catastrophe naturelle. Et là, pour le coup, je fais une transition parce que dis-toi que en séisme, ça a été une année très chargée. Alors, il y a des séismes tous les ans, mais des séismes très forts. L'année 2010, ah ouais ? Ah ouais, il y a eu, le 27 février, il y en a au Chili, dans les Andes. Le 6 et 14 avril, il y en a un en Indonésie et en Chine, qui vont faire plusieurs aussi dizaines, voire centaines de morts. Un autre séisme important, non, c'est pas un séisme directement, mais le 15 avril, il y a le volcan Eyjafjallajökull, si je dis pas Eyjafjallajökull, je crois, en Islande, qui rentre en éruption. Et je me souviens de ça. Et ça avait bloqué tout le trafic aérien, et ça avait fait bien sûr la une des gens. Alors à la limite, là, il y avait eu moins de problèmes, mais ça, tu te souviens de cette époque-là ? Ouais, je me souviens. Est-ce que c'est l'histoire où le nuage s'est propagé un peu partout en Europe, puis en Asie, on parlait de nuages toxiques, etc. C'est ça. Ah oui, je me souviens très bien, ouais. C'était pas super toxique au final, je crois. Oui, ça allait en fait. Finalement, c'est surtout qu'on redécouvrait le hasard de la nature qui empêchait complètement le trafic aérien de fonctionner, et où il y avait aussi en fait ce risque, surtout que je me souviens, c'était peut-être l'année d'avant, où il y avait eu la grippe A, et on avait aussi toutes ces campagnes pour la vaccination. Ouais. Et en fait, c'est comme si, non pas qu'on a une anticipation du Covid, parce qu'il y a certaines dates, je te les dirai après, on a l'impression qu'on remémore l'année 2015. Bon, je peux te les dire maintenant. Il y a une flottille humanitaire en direction de Gaza qui se fait arrêter par l'armée israélienne. Il y a des grèves et des manifestations contre une réforme des retraites en octobre. Genre, il y a on est en 2025 en fait. On est en 2025. En 2010 et 2025. Malheureusement pour Gaza, et on rigole un peu plus. C'est vrai que voilà, c'est là où c'est terrible, pour redevenir sérieux, c'est que cette année-là, elle est extrêmement triste. Je te passe le nombre incroyable d'attentats qu'on a en Irak, mais c'est une année qui est vraiment triste. J'ai eu du mal, si tu veux, à faire la liste et à trouver quelque chose de positif. Sachant que je t'ai toujours pas parlé des centaines de morts, des canicules en Russie pendant l'été, des inondations. Ah, ça, je me rappelle pas pour le coup. Ouais, ça, en plus, c'était loin de nous. Je pense que vraiment, à notre âge, on l'a pas vu passer. Et alors, il y a quand même un truc qui était intéressant. Là aussi, c'est terrible pour la nature, pour la faune. Le 20 avril, est-ce que tu te souviens, dans le golfe du Mexique, il y a la catastrophe de Deepwater. Ah, où l'essence est tombée dans le... C'est ça. C'est ça, ouais. C'est la marée noire de Deepwater. Marée noire, je cherchais le mot. Ouais. Et alors, jusqu'au 19 septembre, en fait, c'est dingue, entre avril et septembre, il y a eu des tonnes et des tonnes d'hydrocarbures qui ont été déversés dans la mer. Tu te souviens de ça aussi ? Je me souviens de ça, je me souviens de l'information en elle-même. Je me souviens pas forcément, ou j'avais peut-être pas connaissance, ou des répercussions. Mais oui,
en parlant, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe écologique. Et alors, C'est évidemment, dingue de se dire ça quand même. Avec notre œil d'aujourd'hui, tu te dis, toutes les technologies qu'on a, on peut quasiment on pourrait tout envoyer faire. un missile d'un point de la Terre à l'autre point. C'est clair. Pour parler du négatif, mais on fait tellement de choses au niveau technologique. Et en 2010, je pense pas qu'on était non plus à la masse par rapport à ça, même si ça s'est accéléré les dernières années. Et tu te dis, là-dessus, 6 mois à déverser du kérosène, du carburant dans la mer, quoi. C'est terrible, non? Et j'ai envie d'enchaîner sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que l'année 2010, sachant que derrière, on avait quand même l'année 2008 avec... Alors, nous, on est jeunes, on s'en rend pas compte, mais on voit nos parents comment ils le vivaient. Cette crise des subprimes, cette crise financière, le chômage qui augmente, et puis derrière, les catastrophes écologiques de 2010. Vraiment, 2010, c'est une des pires années à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est une des années qui a participé à la prise de conscience écologique ou pas? Genre, évidemment, nous, on était trop petits pour s'en rendre compte, mais avec le recul, est-ce que tu penses que c'est pas là, finalement, que beaucoup de personnes qui se moquaient un petit peu des écolos se sont dit, bah là, c'est peut-être, bah là, ça devient réel, finalement, ce qui nous arrive. Ça devient réel, ouais. Je saurais pas dire si c'était un tournant, mais en remémorant un peu les événements, c'était une triste année au niveau de l'écologie, ça c'est indéniable. Après, la crise des subprimes, je pense que ça a remis un peu les idées en place. C'était une crise aussi immobilière, beaucoup en Espagne ou ailleurs. Et ouais, ça a remis un peu les idées en place. Je pense. On n'est plus dans le monde des années 90, là c'est clair. On a vraiment commencé une nouvelle décennie en 2010. Quoi. Et puis rétrospectivement, comme tu dis, aujourd'hui on est tellement plus prudent, au courant de ces choses-là justement. Et je me dis, c'est un peu, comme tu le dis, peut-être une transition entre la décennie 2000-2010. C'était peut-être une transition pour vraiment nous préparer à l'avenir. Et si on regarde un peu dans le rétroviseur, les années 90, oui, c'était tout autre chose. C'est clair. Mais là, pour le coup, on pense à tous ceux qui ont souffert pendant cette année-là et qui souffrent encore. Nicolas Sarkozy. Je pensais pas à lui. Je pensais à d'autres personnes. Mais je te propose qu'on revienne sur un sujet beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sympa. Quelque chose qui va te plaire enfin. Mini-jeu, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, qu'est-ce que tu peux me dire sur le Ballon d'Or 2010? Est-ce que tu te souviens qu'il l'a gagné? Oui, je m'en souviens. Ça a souvent fait polémique, le Ballon d'Or 2010. C'est Lionel Messi qui l'a gagné. C'est Lionel Messi qui a gagné. Est-ce que tu peux rappeler la polémique qu'il y a eu autour du Ballon d'Or? Alors, je bois une petite gorgée. 2010, c'est Lionel Messi qui gagne le Ballon d'Or. Je pose un peu les bases. L'Inter Milan gagne la Ligue des Champions. Ouais. C'est l'Espagne qui remporte le mondial 2010 en Afrique du Sud. Premier mondial en Afrique. C'était un événement. C'était un événement. On en reparlera. On en reparlera. Et non, pourquoi ça a fait polémique? Si on rentre un peu dans le détail, du coup, l'Inter gagne avec des joueurs clés comme Wesley Schneider, que Maxime, tu connais bien. Samuel Eto'o, beaucoup de gros joueurs. Mourinho, coach de cette équipe, qui à l'époque était considéré vraiment comme... je pense que c'était un coach bon, et cette Ligue des Champions l'a fait un peu passer dans une autre catégorie, je dirais, de très bons coachs, en plus assez provocateur, vraiment ce qui plaît aux gens, quoi. Et il y a eu un mini débat parce que beaucoup de gens disaient que Andrés Iniesta ou Wesley Schneider qui part en finale de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. Ouais, c'est à la fois vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde. Ouais. Avec les Pays-Bas. Et Andrés Iniesta, je crois que le Barça se fait éliminer en demi cette année-là de Ligue des Champions. Oui, par l'Inter. Par l'Inter, ouais, t'as raison, c'est ça. Avec vraiment le plan Mourinho, quoi. Il a mis Samuel Eto'o arrière droit. Mais Iniesta était déjà celui qu'il était. Métronome du jeu, aller en demi, gagner la Coupe du Monde, c'est lui qui marque en finale. C'est lui qui marque en finale. Ouais.
les souvenirs qu'on en a, c'était pas un vol, on va pas dire que c'était un vol, mais parce que quand c'est Messi qui gagne, ou Ronaldo ces années-là, c'était vraiment des extraterrestres, quoi. Et même si j'étais plus Ronaldo à l'époque, je dois dire que bon, Messi était quand même voilà, même cette année-là où certains ont fait beaucoup, bah ça n'a pas suffi pour laisser le ballon d'or. Franchement, il le méritait Iniesta parce que dans l'histoire, Modric le gagne, Kaka le gagne, certains à son poste le gagnent, Zidane le gagne. C'est bien dommage, d'autres avant, et Iniesta aurait franchement mérité son ballon d'or. Et alors, est-ce que tu te souviens pourquoi Iniesta avait terminé que 2e, pourquoi Schneider avait terminé que 4e? Comment ça se fait? Est-ce que tu te souviens? Ou est-ce que je le rappelle à l'audience? Est-ce que ce n'est pas cette année-là où sur le podium tu as Messi, Iniesta et Xavi? Oui, c'est ça. C'est cette année? Les Espagnols on pourra essayer de faire la liste après, ont envahi le top 10, voire le top 11. C'est vraiment dingue. C'est-à-dire qu'il y a des Espagnols partout. Et en même temps, c'est vrai, ils avaient une équipe extrêmement forte. Mais en fait, ce qui avait vraiment changé, c'est que c'est la première année que le journal France Football avait fusionné ses votes avec ceux de la FIFA. Donc, c'est-à-dire que c'est plus les journalistes France Football qui votaient seulement. Eux, ils votaient, mais il y avait aussi les sélectionneurs et les capitaines des l'équipe nationale. Et là, ça avait grandement favorisé Messi parce que quand on regardait les résultats des journalistes France Football, qui gagnait? Wesley Schneider. Ah oui? Ouais. C'est Wesley Schneider qui aurait gagné avec l'ancienne formule. Et là encore, Iniesta arrivait, mais très très proche. C'est-à-dire que Iniesta, dans les deux cas, subissait soit le jugement des journalistes de France Football, soit le jugement des capitaines et des sélectionneurs. C'est terrible, hein, parce que c'est vrai que s'il y a bien une année où il aurait pu la remporter, c'est celle-là. Mais voilà, c'est vraiment une année domination du championnat espagnol. C'est pas le cas malheureusement de la Ligue 1, c'est pas le cas malheureusement de la France. Donc maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Comment tu as vécu cette année de traumatisme sans transition pour le football français? Oh là là. C'est... Vous avez fait autant pleurer que 2006, mais pour d'autres raisons. On pourrait faire un podcast entier juste sur l'histoire de l'équipe de France et comment c'est arrivé, l'avant, l'après. L'acteur principal, Domenech. Ouais. Ah, Domenech, je crois me souvenir qu'à l'époque, déjà, il n'était pas vraiment hyper populaire. Non, 2008, on sort en se prenant 4-1 contre les Pays-Bas, je crois, de l'Euro. En Suisse, et je sais plus si c'était en Suisse et en Autriche, je crois. Oui, c'est ça. Et il demande sa femme en mariage le jour de l'élimination. Estelle Denis, tu nous écoutes. Franchement, si ça, c'est pas du foutage de gueule. Et je crois qu'on a pâti d'une certaine assurance. L'histoire de l'équipe de France a été quand même, dans les années 2000 et 2010, surtout 2000, assez compliquée. Après la victoire en 98, la victoire en 2000, on sort en 2002 surclassé alors que on avait les meilleurs joueurs. Ils jouaient tous dans les plus grands clubs. 2004, je crois que on sort en quart, quoi. Je crois contre la Grèce. Oui, on est sauvé par Zizou en 8e. En phase de poule. En phase de poule. Ah, c'était en phase de poule qui vomit ses tripes sur le terrain. Ouais, il était malade comme pas possible. Quel match celui-là. Mais sinon, c'est vrai qu'on domine largement pas. On est vraiment en grosse difficulté pendant cet Euro. 2006, c'est la consécration des anciens. C'est une Coupe du Monde assez incroyable pour une génération. Et beaucoup qui reviennent. Zizou avec, je crois, Thuram et Makelele qui reviennent avec lui. Ça s'est beaucoup construit autour de Zizou. On avait quand même un joueur. On parlait de Messi tout à l'heure. Bon, je sais pas si c'est la même trempe, mais en tout cas, c'était un meneur d'hommes de par le jeu, de par la prestance. Voilà, Zizou. Je peux le dire au podcast, on a aimé le football grâce à Zizou, son numéro 10. Complètement. C'était nos parents, en fait, ils nous parlaient d'un joueur, c'était Zidane. Et puis, il faisait pas trop, comme aujourd'hui, les gros joueurs français ou autres font beaucoup débat, etc. Lui, c'était vraiment à sens unique, quoi. Tout le monde adorait Zizou, quoi. Et il nous le rendait bien sur le terrain. Puis je pense qu'après cette Coupe du Monde-là, 2006,
On l'a vu dans un podcast précédent où on en parlait plus en détail. Mais ouais, 2008, ça s'effondre un peu, c'est un renouvellement. Puis tu as toujours le coach Domenech. Les joueurs se renouvellent, mais pas lui, pas ses idées de jeu. Puis tu arrives en 2010 où je crois qu'il a pris Henry, mais il l'a mis sur le banc, alors que Henry, monument. Et puis comment on l'aborde, pour revenir à ta question, on voit beaucoup de bons joueurs, de très bons joueurs, hein, les Anelka, les Henry surtout devant, Djibril Cissé, Malouda, on a beaucoup top avec Chelsea. Ribéry, on a beaucoup de talent, même derrière, hein, les Galas, je crois que Thuram est parti. T'as Galas, t'as Boumsong, au milieu je crois que t'as Gourcuff, Toulalan, comment il s'appelle, Diaby, je sais plus. Abou Diaby. Abou Diaby, exactement. Il était déjà Abou Diaby. Ouais. Il y était, ouais. Je crois que le match d'ouverture c'est Toulalan, Gourcuff, Diaby. Et ouais, t'as beaucoup de talent en somme, et ce talent a été assez gâché par ce qui est arrivé, quoi. Premier match, tu joues l'Afrique du Sud, je crois. Non, l'Uruguay, 0-0. Ouais. Puis je crois qu'on a le Mexique et l'Afrique du Sud dans la poule, et on sort avec quoi? 1 point? Ouais, c'est ça. Un point, c'est moche. Puis c'est moche. Et en fait, je crois que le pire dans tout ça, l'épisode du bus, paradoxalement, moi, c'est pas ce qui m'avait le plus choqué. Je crois que ce qui m'avait le plus choqué, c'était vraiment le dialogue de sourds, quoi, entre les joueurs et la presse. C'est que tu sentais que c'était la guerre entre les deux. Cette nonchalance de Domenech, c'est des joueurs qui ont l'air d'être complètement dans leur bulle, mais dans une bulle négative, et la presse qui est mais à 100% contre eux. Enfin, en fait, c'était vraiment un mauvais souvenir, parce que tu sentais que rien n'allait, et surtout que même quelqu'un comme Ribéry, qui avait une très grande popularité, en 2008, il se blesse, mais c'était censé être le sauveur, quoi. C'est-à-dire que il arrive en 2010, il a vraiment encore une aura. En fait, c'est terrible parce qu'il perd complètement cette aura en 2010. Et je trouve pas forcément pour de bonnes raisons, même si on peut en vouloir peut-être à certains joueurs, je pense qu'ils n'ont vraiment pas été intelligents dans leur gestion de cette Coupe du Monde, honnêtement. Et c'était pas le seul, tu as beaucoup de joueurs comme Malouda aussi, qui se sont fait descendre, alors que en fait auparavant c'est des joueurs qui sont très populaires en France. C'est-à-dire que on leur a rien pardonné. Pour le coup, je pense tu vois, Anelka, pour le coup, j'ai beaucoup plus de mal. Pour le coup, même si la presse a menti sur ses propos, il a été irrespectueux du sélectionneur, mais pas autant que ce que la presse en a dit. Oui, ça a été démenti depuis. Ça a été démenti depuis. Je trouve qu'il n'a jamais eu un comportement acceptable, tu vois. Je mets pas du tout Ribéry sous le même angle. Je mets pas du tout Malouda, même Evra, sous le même angle. Je trouve que c'est des gars qui ont quand même essayé de défendre leur équipe, alors qu'Anelka, même sur le terrain, je veux dire, lui et Domenech, j'avais tellement de mal. Ouais, moi j'ai toujours bien aimé. Anelka, c'est un très grand parisien. Hein. Ouais, c'est un titi parisien en plus. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé Anelka. Après, c'est vrai que sous l'angle de l'équipe de France, je dirais pas que c'est lui. Je suis pas aussi tranchant peut-être que toi. Dire que c'est sa faute, mais son histoire n'a jamais été parfaite, on va dire. Ouais. Même sous Jacques Santini, je crois qu'il y a eu des trucs. Il devrait se mettre à genoux pour que je revienne en équipe de France. Bon, sans faire le cas que pour lui, en vérité, c'est avec lui que ça s'est passé, lui et Domenech. Même si, comme tu le dis, à juste titre, les propos n'étaient pas ceux qui ont été rapportés dans la presse à l'époque. On dirait que rien n'allait en fait dans cette sélection. Que le sélectionneur arrivait au bout de son discours. Et t'as tellement aussi à côté de ça, je veux dire, de talent, mais avec un sélectionneur qui ne fonctionne plus, une presse qui en a un peu marre, à l'image 2 ans avant de l'Euro 2008 où les résultats sportifs ne suivaient pas. Et tout ce talent, c'est mal conjugué, j'ai envie de dire, dans une époque où il y a aussi un peu de ça. Les jeunes voulaient un peu casser les codes. Nasri n'était pas là lors de ce fameux rendez-vous à Naïsna, mais on lui a beaucoup mis sur le dos. Les Ribéry, tous ces petits jeunes qui cassaient un peu les codes et qui aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait.
t'arrives avec le casque sur les oreilles, Ouais. tu vois, t'arrives avec la capuche. Ils n'avaient pas forcément une bonne image, ils reflétaient pas forcément une bonne image, ils ont peut-être choqué pour l'époque, mais je trouve que la presse a été très dure envers eux. Elle était très dure. Très dur, ouais. Tu sens que dans ce que tu disais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils cassaient tellement les codes que même la presse, d'une certaine manière, elle s'est fait un peu l'écho d'une société qui ne les comprenait pas, qui n'acceptait pas ces nouveaux jeunes-là, tu vois. Et le dernier pendant, c'est comme tu dis, enfin, je sais pas si je l'ai dit, c'est toi, je pense que tu as dit, c'est la presse, c'est qu'en plus, avec le pays, bah, t'as pas l'écho de la presse qui aurait pu t'encourager. Et ça, c'est très français, je trouve. On se remet beaucoup en question. Et par ailleurs, ça peut être une bonne chose parce qu'on est un pays qui réfléchit, qui se questionne, etc. Mais on n'est pas ce pays qui est à 100% derrière son joueur, derrière son équipe. À l'image d'un Messi en Argentine ou d'autres sélections qui sont beaucoup plus latins. Et ouais, c'est un peu tout ça. Je pense que c'est le sélectionneur, les joueurs, la presse, l'époque aussi. C'était pas le bon moment pour ce type de joueur, c'était pas le bon moment pour cette équipe. Et la connerie, in fine, est-ce que s'ils étaient descendus du bus, on aurait fait autre chose? C'est ça la question. Bah oui, c'est sur ça. Et puis surtout, c'est de se dire que quand ils pensent bien, en fait, c'est quand tu regardes les résultats de l'Italie, quand tu regardes les résultats même des Pays-Bas, d'autres nations, ces 10 dernières années, tu te rends compte qu'en vérité, la France, elle a connu que 4 ans de vide. Hein. Même pas, elle a connu que 2 ans de vide en fait. Elle a connu un vide entre 2008 et 2010. Mais en 2012, elle n'est pas ridicule. Et puis 2004. Reconstruction. Voilà, c'est vraiment, en fait, tu sens que derrière, en fait, heureusement, on a assez vite pardonné à l'équipe de France en tant que telle, moins à d'autres joueurs. Et Laurent Blanc a fait un gros boulot c'est pour ça. Et c'est là à quel point tu te rends compte que le foot est extrêmement important pour la société française, tu vois, alors qu'on est très très critique de notre propre équipe qu'on aime beaucoup. C'est vraiment terrible quand ils pensent bien. Et je te propose de terminer tout ça par un petit jeu. Avant qu'on conclue, il y aura une conclusion, discussion, mais je te propose un dernier petit jeu, qui est le jeu du box-office. Ok. L'année 2010, sache que c'est une des meilleures années pour le cinéma. L'histoire du cinéma. De l'histoire, ouais, en termes d'entrée, en tout cas en France. Mais en fait, quand tu vois même les films qui y sont sortis et quand tu vois le box-office américain, c'est la même chose. Donc je te dis, on va se concentrer sur le box-office français. D'un point de vue français, c'est-à-dire en nombre d'entrées, et on regardera un tout petit peu d'un point de vue américain. Tu sais que les Américains ne font pas le même box-office que nous, eux ils le font en termes de recettes. Donc commençons déjà par... Toujours l'argent. Toujours l'argent. Commençons par le box-office français d'un point de vue français, c'est-à-dire en nombre d'entrées. Est-ce que tu pourrais essayer, je te demande pas le top 10, mais de me trouver un ou deux films qui étaient dans le top 10 du box-office français. Alors bien sûr, il y a des films, il y a beaucoup de films étrangers, hein. Tu as aussi des films français, mais voilà, quels sont les films qui ont cartonné en France? En 2010, est-ce qu'il n'y a pas un petit intouchable? Non, il n'y a pas Intouchable, pas encore. Bienvenue chez les Ch'tis. Il n'y a pas Bienvenue chez les Ch'tis, mais chez les Ch'tis, c'est les gros succès de ces années-là. Je l'ai tenté. C'est 2008, Bienvenue chez les Ch'tis. 2008 ? Ouais. Ah ok, ouais. Bon, 2 ans avant. 2010, Maxime, je saurais pas te dire. Il y a plutôt des films américains. Oui, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal, mais c'est pas non plus une domination totale. C'est pas une domination totale. Il y a quelques films français qui ont très bien marché. 2010, je retrace pas du tout. Il y a pas mal de films d'animation qui ont cartonné. Il y a quoi 2010? T'avais quoi? Die Hard? Je sais pas. Alors moi, ils sont en tout cas pas dans le top 10. D'animation, tu dis? Ouais. C'est une époque de... Avatar? Il y a Avatar. Avatar, alors là, tu m'as anticipé. Avatar est premier au box-office, entre guillemets. Américain. Alors français, mais américain aussi, et surtout en termes de recettes. Okay. C'était le film de... Voilà, il est sorti en tout début d'année, en janvier, et il a cartonné en France. Ça, c'est clair. Mais pas tant en nombre d'entrées, en fait. C'est surtout en... C'est pas le meilleur en nombre d'entrées, c'est vraiment le meilleur en termes de recettes. En nombre d'entrées, tu as beaucoup de films fantastiques. Écoute, tu veux que je t'en cite quelques-uns pour t'aider? Allez. Alors, je vais aller du top 10 vers le top 1.
La princesse et la grenouille. Ok. Voilà, top 10. Je l'aurais pas deviné celui-là. Non, celui-là, il était dur. Twilight, chapitre 3. Ok. Camping 2, donc pas du tout d'animation. Réponse, Ok. Toy Story 3. Et pour le coup, a vraiment fait un carton, que ce soit en termes d'entrée ou en termes de recettes. Et je crois que j'ai vu en plus au cinéma. Ouais. Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Donc là, pour le coup, ouais. ça te dit quelque chose. Shrek 4. Shrek 4, ok, ouais. Et 2010. Ouais, 2010. Alors, dans le top 3, il y a un film de Christopher Nolan. Impressionnant. Est-ce que tu te souviens? C'est Inception. C'est Inception. C'est Inception, ouais. Alors Inception, en plus, c'est dingue parce qu'il arrive 3e en France avec presque 5 millions d'entrées. Et il est 6e dans le box-office. Box-office à l'américaine, donc c'est-à-dire en termes de recettes. Ouais. Donc vraiment, en fait, c'est presque le meilleur film de l'année dans les deux ratios, quoi. Oui, je me souviens de l'impact que ça a eu. Tout le monde allait le voir. On comprenait rien. On comprenait pas. Du coup, les gens en parlaient non-stop. On voulait avoir plus de détails, quoi. Le bouche à l'oreille était puissant. Il y a un film de Guillaume Canet avec les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs qui arrive 2e. Et là aussi, c'est un nombre d'entrées énorme. C'est des recettes énormes. Pour le coup, voilà, c'est un film qui a vraiment cartonné. Et le premier, là encore, c'était peut-être un peu dur à trouver parce qu'on a du mal à en refaire la chronologie, c'est Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. C'est le 7. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le 7, je crois. J'ai un doute. Harry Potter, ça a toujours fonctionné. Ok, 2010, on était 7e, effectivement. Ouais. On arrive vers la fin, en fait. Donc forcément, il cartonne, quoi. Il cartonne. Mais par exemple, il est resté moins de temps au cinéma que les petits mouchoirs ou que Toy Story 3. Pour le coup, qui eux sont restés 21 semaines contre 12 pour Harry Potter. Forcément, un petit moment de mou quand tu es au milieu de la saga. Mais là, tu sens que la fin arrive. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Là, on est à plus de 6 millions d'entrées. Hein. C'est énorme en France. C'est celui où Dobby meurt. Je pourrais pas te dire. Je ne les ai pas vus. J'ai honte de dire ça, mais je ne les ai pas vus. Alors, pour terminer sur les films, alors, il y a beaucoup de fantastiques. Je ne vais pas tous te les faire, mais il y a quand même certains films, je trouve, qui étaient marquants pour l'époque, qui ont une grande postérité. Alors même qu'ils n'ont pas fait des scores si impressionnant parce qu'il y avait une grosse concurrence. Toi, t'en as pas qui viennent à l'esprit, hein, comme ça. 2010, tu l'as vu, quand tu me donnes un peu d'indices, j'ai un peu des souvenirs, mais j'ai du mal à retracer. Français, tu parles? Français ou américain? Est-ce qu'il y en a qui te reviennent à l'esprit ou pas du tout? Est-ce que c'est le début de la décennie The Rock? Alors, non, pas encore, mais c'est vrai qu'à mon avis, il doit y en avoir un. Il doit y en avoir un pas très loin. Là, je le vois pas, mais... Non, mais je donne ma langue au chat. Bah écoute... Donne-moi 2-3 indices. Moi, j'ai Expandables. Je trouve que ça, c'est dingue. C'est le premier cette année-là. Sherlock Holmes, c'est vraiment une grande année Sherlock Holmes. Il y aura la série ensuite. La Rafle, film français, allemand et hongrois, qui est incroyable en fait pour l'histoire de la Shoah. Je pense que c'est peut-être celui, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais qui a marqué le plus notre génération, parce que nous on était jeunes, on n'est pas de la génération. Il y a le pianiste, la liste de Schindler, mais même ça c'est un peu avant. Tu vois ce que je veux dire? On était peut-être trop jeunes. Je sais pas ce que tu en penses. Non, La Rafle, je me souviens, ça a eu un gros écho. Et puis, c'est le genre de film, quand je dis genre de film français, je veux dire, qui passe en plus à la télé, que tu regardes le dimanche soir. Il était dur ce film. Il était très dur. Il était très dur, ouais. Et alors, il y a en peut-être un peu plus optimiste et un peu moins tragique, même si là aussi c'était une histoire assez incroyable, il y avait Invictus sur Nelson Mandela. Shutter Island. Ah oui, ça c'était un sacré film aussi. Hein. Avec Leonardo. C'est ça. Et puis, allez, un petit dernier, L'Arnaqueur, ça te dit quelque chose? Ouais. Voilà, donc... film français, L'Arnaqueur. C'est un film français. Avec Romain Duris, c'est ça? Avec Romain Duris, exactement. Ouais. Ah, il y a une grosse... c'était une grosse année pour le cinéma, français et américain. Et je me disais pas que... comme tu dis, c'est pas peut-être des films qui ont fait beaucoup d'entrées, les derniers que tu as cités. Mais c'est vraiment... Ils ont eu de la postérité, quoi. Ouais, c'est clair. Tant sur les acteurs qui ont joué dedans que sur le film en lui-même. C'est clair. Et alors,
il y a une célèbre série de zombies qui commence véritablement en 2010. Walking Dead. The Walking Dead. Ah ouais, Ouais. ok. Donc, bien sûr. Ah, c'est des séries, Voilà. combien de saisons? Et alors, je parle pas des comics, je parle vraiment de la série Ouais. en elle-même. Hein. Downton Abbey, je sais pas si tu regardais. Ouais. Et donc, ça commence aussi en 2010. Band of Brothers, je sais pas si ça te dit quelque Non. chose. Ça a C'est commencé, très grosse série d'histoire militaire américaine. Et alors, c'est pas directement lié au. C'est pas une série. Les Simpsons. Alors, non pas les Simpsons, mais la folle histoire du Palmacho. Ah oui, ouais. Ça explose aussi à ce moment-là. Voilà, en 2010. Ça fait écho à la vie que je vivais à cette époque-là. Ouais, ils sont bons, ils sont bons. Ils ont mis du temps à passer sur le petit écran finalement. Oui, C'était oui. beaucoup sur YouTube et YouTube devait pas mal être développé, je veux dire, à l'époque. Ouais, je me souviens des petites vidéos là que tu faisais sur des thèmes. Ah, ils sont bons les deux. C'est clair. Ils sont bons. Et c'est grâce à Direct 8 d'ailleurs, hein, à l'époque, hein, l'ancêtre de C8, Direct 8, qui les avait diffusés. Et alors, je te propose de conclure tout ça maintenant. Est-ce que tu considères que dans l'histoire du 21e siècle, est-ce que tu considères que 2010, finalement, c'est une année spéciale ou pas? Dans l'histoire du 21e siècle. Ouais. Okay. C'est-à-dire là, dans l'histoire récente, est-ce que tu trouves que c'est une année qui est sortie du lot plus que les autres? Ou pas forcément? Bah, à titre personnel, comme j'ai dit au début, ouais. C'était mon entrée au collège. Et après, footballistiquement, je trouve que c'était une belle Coupe du Monde où il y avait encore les anciens, comme on aime les appeler, des Diego Forlán que tu as cité. Messi, Ronaldo qui étaient déjà là. Tu avais une équipe d'Angleterre avec des Lampard, des légendes en France aussi, Henry, mais bon, qui ont un peu moins joué. En Allemagne, tu avais encore du Klose, machin. Je ne vais pas tous les citer. Et écologiquement, comme on l'a dit et que tu l'as rappelé à juste titre, je n'aurais pas rappelé ça. Enfin, ça ne me serait pas venu à l'esprit directement. C'est dur de refaire la chronologie. C'était une année importante en tout cas, quand bien même elle était tragique, importante pour l'écologie. Après, est-ce que c'est l'année dans les 25 dernières années du 21e siècle qui a le plus marqué? Je dirais peut-être pas la plus grosse, quoi. 2018 pour le foot, 2007 peut-être pour, on l'a cité, la crise des subprimes. C'est pas non plus une année d'élection chez nous. Voilà, je pense que c'était une belle année, mais on l'a vécu. Voilà. Et toi, Maxime? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que mon avis est assez proche du tien. Ouais. Je pense que c'est une année de transition. C'est une année de transition, mais effectivement, 2007, 2008, c'est peut-être des années plus marquantes d'un point de vue des sociétés dans le monde. En France, c'est pas forcément une année extrêmement marquante. Certains disent que c'est la fin de la guerre en Irak, mais en fait, quand on voit ensuite tous les drames qui se sont succédés, c'est dur d'y voir un moment charnière. Donc en fait, oui, non, c'est vraiment un moment de transition pour beaucoup de choses. Je pense que là où finalement 2010 est le plus marquant, je trouve, c'est peut-être pour le foot. C'est peut-être là où c'est le plus marquant parce que c'est vraiment l'apogée de l'Espagne, c'est la fin des vieux bisons. Ouais. Donc finalement, les anciens en 2010, là, c'est vraiment le barreau d'honneur, quoi. Et on passe sur une nouvelle ère, l'ère des extraterrestres, en fait. Exactement. Steph, merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant, c'était super enrichissant. C'est très drôle aussi, comme d'habitude. Mais voilà, très intelligent aussi comme discussion, vraiment. J'ai beaucoup aimé la faire. Donc je te remercie d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, franchement, merci à toi, Max. Tu as mené ça d'une main de maître. Merci. Et je ne m'attendais pas à tel et tel angle, mais ça m'a remémoré des souvenirs. J'espère que je n'ai pas paru trop bête à la caméra. Ah non, du tout. Parce que cinéma, musique et tout, c'est dur de se remémorer, de remettre dans le contexte. Merci. Bah, je t'en prie. C'est pas notre première, c'est pas notre dernière discussion tous les deux. C'est clair, c'est clair. Bah, t'es bienvenu si tu veux en refaire un. Bah, merci. Sur ce canapé. Merci, Maxime. Je t'en prie.